Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Basile Mignonneau, je suis le responsable du pôle adaptation des ouvrages numériques de l'association Valentin Havy. Donc, je tenais tout d'abord à remercier le SNE pour cette invitation et je voulais en profiter aussi pour remercier tous les acteurs de la chaîne du livre qui sont présents dans la salle, puisque sans vous, nous n'aurions pas accès aux fichiers sources pour adapter les livres pour les personnes empêchées de lire, donc merci pour eux. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, je vais faire ça. Donc, que va changer cette directive dans notre écosystème actuel entre l'édition classique et l'édition adaptée? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans ces prochaines minutes. Donc, comme plusieurs personnes l'ont rappelé ce matin, l'adaptation des livres fonctionne aujourd'hui en France grâce à l'exception handicap, qui autorise des organismes agréés par la commission exception handicap, dont j'ai l'honneur d'être le président cette année, à adapter des livres. Donc vous avez deux niveaux d'agrément. Un premier niveau d'agrément qui permet aux organismes de se connecter à la plateforme Platon gérée par la BNF et de récupérer des livres adaptés par les organismes adaptateurs, et également de déposer leurs propres adaptations, mais sans qu'ils aient eu accès aux fichiers sources des éditeurs. Donc on a le deuxième niveau, qui est justement le deuxième plus complet, qui permet aux organismes de récupérer les fichiers sources des éditeurs et de réaliser des adaptations. Donc ces fichiers, vous le savez, sont essentiellement des PDF, des EPUB ou des XML. Mais pour vous donner un ordre d'idée assez générique sur l'adaptation, dans notre association, pour faire un livre en voix humaine, ça prend à peu près entre 3 semaines et 1 mois. Pour faire un livre en voie de synthèse ou en braille numérique à partir d'un fichier source que vous nous avez fourni, ça nous prend entre 1 et 3 jours. Donc voici un peu la différence que ça occasionne pour nous d'avoir les fichiers sources. Donc en 2023 en France, il y a plus de 200 organismes qui bénéficient de cette exception au droit d'auteur en faveur des personnes en situation de handicap. Et un peu plus de 90 sont agréés pour accéder aux fichiers sources que vous fournissez. Donc tous ces organismes sont de 3 types. Il y a des associations tout public à but non lucratif, des établissements médico-sociaux et des bibliothèques, des médiathèques. Donc on pourrait facilement faire une comparaison avec le monde de l'édition. On a quelques gros éditeurs et beaucoup de petits éditeurs. C'est également la même chose dans le monde de l'adaptation. Vous avez quelques gros adaptateurs, dont l'association Valentin Havy en fait partie, et beaucoup de petits organismes qui font des adaptations. Donc c'est un paysage qui est très disparate en France. On a un seul organisme de formation qui s'appelle la FISAF et qui forme à peu près une quinzaine ou une vingtaine de personnes par an au métier de transcripteur. Mais l'écosystème fonctionne essentiellement grâce à des bénévoles. Donc ce qui peut expliquer aussi cette disparité des pratiques et aussi pourquoi quand Platon vous demande un fichier pour la première fois, les organismes vont revenir vers Platon en leur disant non, ce fichier ne me convient pas, parce que beaucoup d'organismes ne vont pas être en capacité de traiter les fichiers que vous allez leur donner. Donc plus vous pourrez leur donner des fichiers différents, plus ils auront le choix sur l'adaptation qu'ils pourront faire. Donc tous ces organismes ont un point commun, évidemment, c'est l'adaptation des documents, et leurs publics sont presque les mêmes. Les associations adaptent majoritairement des titres à la demande de leurs usagers. Pour nous, c'est à peu près 40%. Ensuite, on adapte pour tous les âges, on n'a pas de limite d'âge particulière. Évidemment, les jeunes élèves, jeunes enfants sont plutôt accompagnés par leurs parents ou par les professeurs pour les demandes, mais voilà, pas de critères d'âge particulier. Donc on a des associations comme l'association LISI ou l'association HappyDV qui a été citée ce matin qui répondent à ces critères-là. Pour les bibliothèques publiques ou universitaires, c'est un peu différent puisqu'elles n'ont généralement pas de service de transcription au sein de leur bibliothèque. Donc, comme elles n'ont pas de transcripteur, leur seule solution, c'est soit de passer par la plateforme Platon pour aller récupérer des fichiers adaptés, soit de demander à des organismes de réaliser des adaptations pour eux. Donc, c'est comme ça qu'on le fait, nous, pour certaines universités. On le fait pour l'ENSIB à Lyon, par exemple. Enfin, on a les établissements médico-sociaux qui sont vraiment un cas à part dans l'écosystème puisqu'ils suivent des élèves au quotidien. Ces élèves sont accompagnés par des professeurs spécialisés et par des transcripteurs qui ont chacun leur propre élève, plusieurs élèves, à suivre tout au long de l'année et pour lesquels ils adaptent des documents de manière unique, sur mesure. C'est bon,
Donc, pour vous donner quelques chiffres quand même sur la production au sein de l'association Valentin AI, donc vous pouvez voir... Ah oui, je sais pas, c'est trop tôt. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'on a une bibliothèque de 70 000 titres, mais qu'en fait ces 70 000 titres correspondent aux 2/3 à des échelons internationaux. Donc ce qu'on produit annuellement n'est pas en capacité de répondre, enfin de produire autant de livres. Aujourd'hui, on fait à peu près 2700 titres par an, entre des livres en voix humaine, qui sont lus par des donneurs de voix bénévoles, et des livres en voix de synthèse et en braille numérique. Donc par exemple, pour les livres en voix humaine, un petit fait intéressant pour vous, éditeurs, c'est qu'on achète à peu près pour 24 000 € de livres dans une librairie. Donc on est quand même un bon client, je trouve. Donc tous ces livres qu'on adapte, ça fait 2700 titres, mais au final, quand on sait qu'il y a 40 000 nouveautés par an, on est quand même très loin du compte. Donc cette directive, elle tombe à pic pour nous, organismes adaptateurs, puisque comme on n'a pas les moyens de produire autant de livres adaptés, et que au total, avec tous les organismes confondus, on atteint à peine 10% de la production annuelle, il faut qu'on trouve un moyen d'avancer sur cette production de livres adaptés. Donc le nativement accessible est la solution. Donc à partir de là, on peut se dire qu'au 28 juin 2025, tous les éditeurs vont produire des EPUB nativement accessibles, le travail sera fait, toutes les personnes empêchées de lire vont pouvoir enfin accéder à la majorité des livres. Bon, on sait évidemment, comme on l'a entendu plusieurs reprises ce matin et tout à l'heure quand Madame Picot-Rivoli a donné quelques chiffres, ce ne sera évidemment pas le cas, mais de toute façon, le principe c'est que plus de livres seront produits de manière nativement accessible, plus ça nous laissera du temps, nous, organismes adaptateurs, de travailler sur les livres plus complexes que vous, éditeurs, n'aurez pas le temps de faire. Donc, malgré tout, même si vous allez produire des livres nativement accessibles, on a une partie des publics qui ne seront pas en capacité d'accéder à ces contenus. Donc, pour vous donner quelques chiffres, selon une enquête qui a été faite en 2021 par notre médiathèque, on a des publics majoritairement âgés. Donc évidemment, vous le savez, la principale cause de déficience visuelle en France, c'est la DMLA. Et donc c'est sur des publics âgés. Et malheureusement, ces publics ne sont pas toujours en phase avec le numérique. Et donc ce que l'étude a démontré, c'est que 36% des répondants à cette étude, sur un peu plus de 1200 répondants, n'utilisent pas d'ordinateur. Donc pas d'ordinateur, pas d'accès à Internet, probablement pas de smartphone non plus. Donc ça veut dire que pour eux, les livres numériques, l'EPUB nativement accessible, c'est probablement pas la solution. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer sur ce sujet-là. On a toute une génération de jeunes et de moins jeunes qui sont tout à fait en phase avec le numérique, qui sont tout à fait prêts à avancer dessus. On a même des personnes aveugles qui sont complètement en phase avec ça. J'ai un monsieur avec qui je travaille souvent qui est aveugle et qui me demande des fichiers en Word qu'il transforme lui-même en EPUB et qui est tout à fait à l'aise avec ça. Donc cette diversité des publics, c'est un premier aspect qui fait qu'on ne pourra pas tout résoudre avec les EPUB nativement accessibles. Mais comme il a été évoqué aussi ce matin, on a d'autres problématiques liées à l'accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est Internet, des applications, des terminaux de lecture, des applications de lecture, les histoires de DRM. Bon, côté EDR là, pas de problème, hein, Thorium est bien accessible, il n'y a pas de souci. Et tous ces fichiers que vous allez produire, si l'écosystème n'est pas accessible, comme l'a déjà dit Fernando ce matin, ça va frustrer l'utilisateur et ce sera un peu contre-productif par rapport à l'idée même de cette directive. Donc vous allez me dire presque pourquoi s'embêter à produire des livres nativement accessibles. Bon, d'une part, la loi va vous y obliger, mais ce n'est pas forcément la principale raison. C'est que même si vous allez produire des livres, et comme l'a dit Bertrand Roqueton tout à l'heure, essentiellement dans un premier temps tourner vers du texte seul, il faudra bien à un moment donné travailler sur les livres plus compliqués. Et c'est là-dessus que c'est très important de commencer à travailler ensemble. Voilà. L'édition adaptée et l'édition classique, jusqu'à présent, ont toujours travaillé dans un principe assez distinct, même si on a toujours travaillé de manière commune, mais assez lointaine. Et là, avec le nativement accessible, je pense que c'est vraiment l'occasion de créer du lien de manière plus importante, de vraiment discuter, d'échanger
Sur les pratiques, sur les publics, on a vraiment une expertise auprès des publics, donc c'est vrai que venir auprès de nous pour voir exactement quelles sont les problématiques de lecture de ces publics, quelles sont les problématiques d'accessibilité, c'est-à-dire dans vos livres, la structuration des fichiers nativement accessibles, il n'y a pas de problème, ça vous allez pouvoir le faire avec vos prestataires sans aucun souci. Par contre, comment à l'intérieur d'un livre structurer un chapitre, structurer des schémas, structurer des citations, des notes de bas de page, tout ça on peut vous aider à le faire aussi, parce que ce n'est pas forcément des choses qui sont si simples que ça, puisqu'après il faut les rendre pour des personnes empêchées de lire, et même si vous le faites de manière complètement efficace avec un EPUB 3 nativement accessible, il y a peut-être des personnes qui ne seront pas en capacité de bien accéder au contenu. Donc vraiment, l'idée c'est de travailler ensemble. Après, moi, ce que j'aimerais aussi vous montrer, c'est vous parler un petit peu de ce qui se fait dans les autres pays autour du livre nativement accessible. Et vraiment, on a vraiment plusieurs aspects. Avant de parler des pratiques, c'est que l'écosystème dans les autres pays est bien moins éclaté qu'en France. On n'a pas autant d'organismes adaptateurs dans les autres pays qu'en France. La France est vraiment une exception pour le coup. Mais si on prend nos homologues anglais de la RNIB, ils fonctionnent exactement sur le même principe que nous, c'est une association. Mais contrairement à nous, ils n'ont pas de loi exception handicap, donc ils n'ont pas accès, comme nous, aux fichiers sources des éditeurs. Mais ils ont travaillé sur un autre schéma. Ils ont été voir directement les éditeurs et ils leur ont dit, écoutez, nous, on a besoin d'adapter vos livres pour nos publics. Donc, est-ce qu'on peut faire des adaptations pour vous? Donc, par exemple, la RNIB fait des adaptations en DAISY pour eux-mêmes et ils font des adaptations en audiobook pour les éditeurs. Donc, qu'ils font payer aux éditeurs avec des comédiens professionnels, mais à un prix bien moins élevé que s'ils travaillaient par des studios d'enregistrement, puisque leur but n'est pas de gagner d'argent. Donc, côté EPUB, comme ils ne sont pas contraints par la directive, ils ne sont pas forcément les plus en avance sur le sujet, mais par contre, ils travaillent vraiment main dans la main avec les éditeurs et au Royaume-Uni, dans la plupart des maisons d'édition, vous avez des responsables d'accessibilité qui travaillent dans ces maisons d'édition, qui sont souvent handicapés eux-mêmes, donc qui sont très à même de répondre à toutes les interrogations que les éditeurs peuvent avoir. Juste pour info, il y a 2 semaines, la RNIB a organisé leur première conférence sur l'accessibilité, sur l'édition accessible. Donc ça montre aussi que même si nous en France on est un peu plus en avance là-dessus, que de leur côté ça avance. Sinon, on a d'autres pays comme la Norvège ou les États-Unis par exemple, où on n'est pas du tout sur le même système qu'en France. Ces pays-là sont sur un principe très différent puisque l'adaptation est réalisée par l'équivalent de la BNF ici. Donc c'est des organismes qui sont complètement financés par l'État et qui produisent des adaptations pour leur public. Donc, ce qui change un peu la donne, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais nos associations ont très peu de financement de l'État, donc on fonctionne essentiellement sur le don et sur les legs pour réaliser des adaptations. Donc, pour vous donner des chiffres concrets, les activités d'édition adaptées pour l'association Valentin Huy, entre la diffusion et la production des livres, c'est entre 2 et 3 millions d'euros par an. Pour la Norvège, pour les mêmes activités pour un plus petit pays, sont sur 5 millions d'euros à l'année, financés. Donc, voilà. Et dans certains pays nordiques, les citoyens sont même taxés d'1 euro par habitant pour financer les activités d'édition adaptée. Côté États-Unis, donc chez la NLS, ils ne sont pas forcément encore en phase avec l'EPUB parce qu'ils ont un très bon système qui fonctionne bien avec le DAISY. Par contre, il y a d'autres organismes aux États-Unis comme Bookshare qui produisent déjà des EPUB nativement accessibles à grande échelle. Un autre exemple encore qui est assez intéressant, c'est celui de la Suisse allemande avec la SBS, un peu différent, un peu à mi-chemin entre l'associatif et le tout financé, puisqu'ils sont financés à hauteur de 50% par le gouvernement suisse, mais ils ont besoin de financer le reste de leur activité, donc ils ont des activités business pour lesquelles ils enregistrent des documents audio ou des livres pour des éditeurs. Et par contre, ils ont déjà un petit peu anticipé le principe de l'EPUB nativement accessible, puisqu'ils ont intégré dans leur écosystème un outil de lecture qui supporte l'EPUB 3 nativement accessible, et ils en produisent eux-mêmes.
Donc voilà, c'est peut-être un modèle à suivre pour la suite. Juste aussi pour info, la Suisse, qui a à côté allemande, qui a à peu près 5,9 millions d'habitants, a à peu près 12 000 utilisateurs actifs pour sa bibliothèque. En France, on est à 67 millions d'habitants et l'association Valentin Huy a 15 000 utilisateurs actifs. Vous voyez un petit peu le delta. Laurent a parlé tout à l'heure de l'Italie. Je voulais vous parler rapidement de la fondation LIA en Italie, qui est encore un autre principe, un autre exemple en Europe. Donc, c'était un cas un peu à part l'Italie, puisqu'on était très en retard sur l'accessibilité des contenus, jusqu'à la création de la fondation LIA. Et donc c'est un peu une sorte de DR Lab italien, mais pas forcément centré que sur la partie laboratoire. Donc ils ont une activité de production d'EPUB. Ils ont aussi une activité très forte d'accompagnement des éditeurs sur la production des EPUB nativement accessibles, et surtout une activité de certification et de travail autour des métadonnées. Ils travaillent notamment beaucoup en ce moment, comme ça a peut-être déjà été dit, avec Adobe, pour essayer de travailler sur la production, la génération d'EPUB accessibles via InDesign, qui est un travail de longue haleine qu'ils sont en train de mener. Mais après, leur plus gros problème en Italie, c'est que du coup, ils n'ont que ils ont d'autres petits organismes, mais ils n'ont pas beaucoup d'autres choses pour produire des livres adaptés, un peu comme ce qui se fait en France. Enfin, pour finir, on a le cas un peu à part du consortium DESI qui a déjà été évoqué par Fernando tout à l'heure, et donc qui est dans une mouvance beaucoup plus générique et qui travaille au standard du livre et de l'accessibilité en général. Mais pour vous montrer vraiment que tout va dans le bon sens et que l'EPUB est vraiment le format sur lequel on doit aller, un des projets qui a été voté l'année dernière lors du dernier board meeting de mai, c'est de travailler sur un nouveau format de fichier Braille qui à terme pourra être intégré dans un EPUB. Donc un format Braille aujourd'hui, pour vous donner une idée, un lecteur brailliste ne peut pas, à partir d'une table des matières, naviguer dans son fichier Braille. Il ne peut pas, à partir d'une note, aller à une note en fin de document et revenir. Donc l'idée, c'est de travailler à tout ça sur un fichier Braille qui pourra s'intégrer à terme dans un EPUB. Et je voulais terminer très rapidement, parce que j'ai encore 2-3 minutes, sur un petit clin d'œil sur l'intelligence artificielle, qui va peut-être ouvrir un petit peu les discussions pour cet après-midi. On a une image et elle a été vue par plusieurs intelligences artificielles. Donc là, vous avez Microsoft Office October 2018 qui dit « un groupe de personnes posant pour une photo ». Donc très succinct, vous n'avez pas grand-chose. Ah oui, alors ça va trop vite. Voilà. La même version, mais 2023, dit un groupe d'hommes se tenant la main. ChatGPT, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, est beaucoup plus complet pour la question. Donc, l'image représente un groupe de 5 hommes marchant sur un chemin de terre. Ils semblent se trouver dans un environnement rural avec un paysage dégagé en arrière-plan. Une grande structure vraisemblablement faite de tissus ou de filets dressés à gauche des hommes. Les hommes sont vêtus de ce qui se ressemble à des uniformes militaires et certains d'entre eux portent des casques. 3 portent également ce qui pourrait être un masque ou une protection en tissu sur le visage. 2 des hommes aident un personnage central en lui tenant le bras, ce qui pourrait indiquer qu'il est blessé ou qu'il a besoin de soutien. L'ambiance générale de la photo dégage un sentiment de camaraderie et de résilience. Donc là, rien qu'avec une intelligence artificielle, on a vraiment beaucoup d'informations sur l'image, ce qui est quand même très intéressant, même si on n'a pas le contexte particulier de l'image, comme a pu le souligner tout à l'heure dans la conférence précédente. Et dernière utilisation, Google Bard. Voilà. Désolé, je ne suis pas encore opérationnel pour les images de personnes. L'IA peut être aussi utilisée rapidement pour rendre les graphiques. Alors oui, non, ça va trop vite, mais c'est pas grave. Donc bon, c'est très rapide, hein, je ne vais pas vraiment vous faire la description, mais là on a un graphique. Avec l'IA, vous pouvez aussi avoir des grosses descriptions d'images. Donc là, je ne vais pas vous lire le texte parce que c'est très long, mais l'IA est capable de faire de grandes descriptions très détaillées pour des graphiques. Par contre,
pour autre chose, l'IA peut être utile. Par exemple, quand vous avez une image, vous avez un alt qui correspond à la description de l'image. Si la description est bien faite, l'IA pourra détecter si l'image est bonne ou pas. Donc là, en l'occurrence, c'est un dessin d'un oiseau et d'un bébé, donc c'est peut-être pas suffisant, mais au moins l'IA est capable de dire que oui, ça correspond bien à un oiseau et à un bébé. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a plein de choses à faire. Les organismes adaptateurs sont là. On est prêt à travailler avec les éditeurs. On est prêt à devenir acteur aussi de production pour les éditeurs, pour les livres que vous n'arriverez pas à faire. Donc venez vers nous, on est bien là et l'accessibilité du livre se fera de toute façon avec vous. Et donc on espère vraiment que ça marchera bien. Merci.